Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment on en était arrivé à ce qu'on appelle l'allopathie. Donc pour ceux qui ont fait du grec, allos c'est l'autre, pathos c'est la maladie, c'est-à-dire soigner une maladie par un remède qui est différent de celui qui procure la maladie. Cette médecine, comme on l'a vu, elle s'enracine dans les conceptions d'Hippocrate, des humeurs, et il faut savoir qu'Hippocrate n'avait pas développé uniquement le concept d'essayer de s'opposer aux symptômes qu'on peut voir chez quelqu'un de malade, qui était la base de l'allopathie. En allopathie, vous êtes malade, on a un symptôme, et vous allez vous opposer à ce symptôme avec un produit chimique, avec un bistouri, peu importe. Par contre, ce qui caractérise l'allopathie, comme on l'a vu, c'est quand même une médecine très violente pour le corps, qui terrorisait souvent les malades. Il faut savoir qu'Hippocrate avait aussi la théorie des semblables. C'est-à-dire qu'il avait aussi préconisé que pour certaines maladies, on pouvait utiliser non pas des remèdes qui s'opposaient aux symptômes, mais des remèdes qui favorisaient, qui avaient d'un point commun avec les symptômes qu'on désirait soigner. Il avait cette expression qui a été reprise par tous les homéopathes, similia similibus curantur, donc qui est en fait une expression d'Hippocrate. Et ce qui va se passer, c'est que toute cette tradition médicale qui fait appel à l'idée de soigner une maladie par un produit qui va provoquer les mêmes symptômes, va être reproduite, reprise tout au long du Moyen-Âge et développée par les alchimistes, avec une figure emblématique qui est la figure de Paracelse. Paracelse, c'est un alchimiste qui va s'inspirer des théories d'Hippocrate, mais au lieu de considérer qu'on va regarder l'aspect matériel de la médecine, avec Paracelse, on va imaginer que l'être humain est bien sûr de la matière, mais aussi plus que de la matière, et que l'alchimie a cette caractéristique, c'est qu'elle fait, en travaillant sur la matière, on purifie son âme, on peut l'élever bien au-dessus de la matière, et donc ça va donner toute la tradition alchimique, qui va être reprise par ce qu'on appelle les Rosicruciens. Les Rosicruciens qui sont des mystiques, qui vont reprendre le travail de Paracelse et le remettre dans un contexte religieux-mystique. On est là à peu près au XVIIe siècle, en 1610. Le mouvement rosicrucien va donner naissance à la franc-maçonnerie, qui est un regroupement de personnes qui voient dans la géométrie et dans les idées alchimiques donc la vraie réalité, celle qu'il faut étudier pour dépasser la matière pour aller vers ce qui est non matériel, subtil, tout en n'allant pas vers le religieux, c'est-à-dire en s'opposant à la religion. C'est, si vous voulez, une façon de faire de la science dans le domaine du subtil sans invoquer l'existence d'un être divin, mais simplement la capacité qu'a l'être humain d'être à la fois double, être matériel et être immatériel par son âme, qu'on peut faire évoluer par des pratiques occultes ou hermétiques. Alors c'est là où va arriver la figure d'un médecin allemand emblématique qui s'appelle Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann veut être médecin, la médecine le passionne, et donc il entreprend des études de médecine. Mais il est aussi, pour sa chance, chimiste. La chimie l'intéresse, en fait c'est un esprit très ouvert, il parle à peu près 15 langues différentes, il est formé dans plein de langues, y compris dans des langues mortes que plus personne ne parle. Alors pourquoi c'était important de parler des langues que personne ne parle? Mais parce qu'il y avait tous les écrits des médecins de l'Antiquité qui avaient écrit des ouvrages. Alors il y en a qui étaient écrits en grec, il y en a qui étaient écrits en latin, il y en a qui étaient écrits en araméen, il y en a qui étaient écrits en égyptien. Peu importe, il fallait maîtriser toutes ces langues pour bénéficier de cette expérience médicale de l'Antiquité. Et Hahnemann était donc un érudit qui était capable de parler 15 langues différentes, dont des langues mortes. Et une de ses premières fonctions, ça va être d'être bibliothécaire. Et quand vous êtes bibliothécaire et que vous parlez 15 langues, vous pouvez lire à peu près n'importe quoi dans les grandes bibliothèques des princes d'Europe. Et donc il va se forger une culture immense de tout ce qui était la médecine depuis l'Antiquité jusqu'à son époque, c'est-à-dire allopathique. Et il va profiter c'est ça qui est intéressant dans la vie d'Hahnemann, c'est qu'il va rencontrer, parmi ses protecteurs qui lui donnent accès à leur bibliothèque qui est immense, il va rencontrer évidemment des francs-maçons
qui sont très engagés dans la franc-maçonnerie ou le rosicrucisme, et il va découvrir cet aspect dual de l'être humain, c'est-à-dire bien sûr un être de matière, mais aussi un être qui est fait d'autre chose que de la matière, une force vitale, c'est ce qu'on va dire, ça vient directement de Paracelse. Il y a une force vitale dans la matière qu'on travaille avec l'alchimie et la franc-maçonnerie. Donc Hahnemann va découvrir ça, et puis, quand il va essayer de pratiquer la médecine, il va être horrifié. L'idée de saigner ses patients, de les faire vomir, de les purger, c'était pas vraiment son truc. Donc il va se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de soigner les gens, ou du moins violent? Alors, il va commencer par les maladies psychiatriques. Parce que, à l'époque, les gens qui étaient malades psychiquement, qui avaient des comportements étranges, on estimait qu'ils étaient possédés par le démon, et donc on les torturait en fait. Dans les asiles, c'était des tortures pour évacuer les démons. Et Hahnemann va s'intéresser à certains cas psychiatriques et il va développer des méthodes non violentes pour soigner les malades psychiatriques. Et puis, les médecines allopathiques le révulsant, il va arrêter d'être médecin. Donc, il va retourner à ses études, et il va se dire, plutôt que de soigner les gens, je vais traduire des ouvrages médicaux, parce que je parle 15 langues, et qu'il y a des tas de choses qui traînent dans les bibliothèques, donc je vais traduire les ouvrages médicaux. Et comme ça, au moins, je pourrais continuer à m'intéresser à la médecine sans avoir à pratiquer quelque chose qui, à l'époque, était vraiment très barbare. Et donc, il va, évidemment, par la franc-maçonnerie, le rosicrucisme, il va accéder à toute la tradition de Paracelse, et aussi, il va découvrir, donc, les travaux d'Hippocrate, bien sûr, la loi de similitude, similia similibus curantur, et il va y avoir un éclair qui va germer dans sa tête, c'est-à-dire, il va se dire, et la voie d'Hippocrate, où on soigne par les semblables, n'est pas tellement explorée, pourquoi pas ne l'explorer, parce qu'à ce moment-là, on ne va pas évidemment administrer des poisons, mais on va les diluer. Et pour les diluer, on va administrer des choses qui sont beaucoup moins toxiques, mais qui ont quand même un souvenir qui peuvent donner des symptômes qui sont très similaires à ce qu'on observe avec les matières très concentrées. Il va aussi avoir cette idée, c'est que ce qui va soigner, ce n'est plus la matière, mais la force. On veut agir sur la force vitale. Et comme le dit Paracelse et les francs-maçons, cette force vitale, elle est immatérielle. C'est-à-dire on ne peut pas l'atteindre avec de la matière, d'où l'idée de secouer entre chaque dilution pour être sûr que tout ce qui est matériel est chassé par la dilution, et donc récupérer un remède qui va s'adresser directement à la force vitale, à la puissance de guérison du corps, et non plus s'opposer aux symptômes. Voilà, donc ça se fait en 1796, c'est ce qu'on appelle l'homéopathie, donc le fait de combattre le mal par le mal, et ça va être le début donc d'une médecine qui a un avantage sur l'allopathie, c'est qu'elle est non violente. C'est-à-dire, il n'y a pas de saignée, il n'y a pas de purgatif, il n'y a pas de vomitif. On vous administre des petites pilules de sucre. Et puis, comme par magie, ces petites granules semblent avoir des effets sur le corps. Voilà donc le principe de l'homéopathie. Alors, il est publié en 1796 dans ce qu'on appelle la Revue de médecine pratique, qui est édité par un médecin qui s'appelle Christophe Wilhelm Hufeland, qui est l'ami de Hahnemann. Et c'est vraiment cette année 1796 qui date la naissance de l'homéopathie. Donc je vous lis la phrase qui est traduite en français, bien sûr, parce qu'à l'origine c'est un journal allemand. Hahnemann parle allemand. Chaque substance médicinale puissante produit dans le corps humain un type particulier de maladie. Et plus le remède est puissant, plus le mal est violent, particulier et marqué. Il nous faut imiter la nature qui parfois guérit une maladie chronique en y surajoutant une autre
et en employant pour la maladie, surtout chronique, que l'on désire éradiquer, un remède qui est apte à produire une autre maladie artificielle, très similaire, de manière à obtenir une guérison. Voilà, ça c'est le credo de l'homéopathie, on appelle ça le principe de similitude, et comme on va administrer un poison, comme je l'ai dit, il va falloir diluer. Parce qu'il est hors de question, si vous administrez la substance directement, eh bien la personne va mourir. Donc on dilue, et comme on veut que ce soit immatériel, on ne se contente pas de diluer, mais on secoue le remède entre chaque dilution pour arriver donc à quelque chose qui ne contient plus la substance de départ, mais qui contient une force qui va dire au corps de remettre en route ses forces vitales qui sont perturbées par la maladie. Et on joue sur le fait que cette force médicamenteuse, elle va donner les mêmes symptômes. Si on administrait le produit à haute dose, elle donnerait les mêmes symptômes que la maladie. Donc le corps est mis devant un dilemme. Soit il continue à être malade parce qu'il écoute la maladie qui est en lui, soit il voit apparaître une force médicamenteuse qui donne les mêmes symptômes, donc il peut très bien se brancher sur cette force. Mais comme cette force est artificielle, puisqu'elle est créée de façon artificielle par l'homme, on peut facilement à ce moment-là, au bout d'un certain temps, arrêter le remède et le corps va retrouver la voie de la guérison. C'est-à-dire que ce n'est pas le remède qui guérit, c'est l'information qu'amène ce remède et qui dit au corps, voilà, tu as oublié ça, il va peut-être falloir que tu reprennes ce que tu faisais avant. Et donc on a cette idée que pour que cela marche, il faut qu'il y ait une similitude. Aujourd'hui en physique on dirait une résonance, des similitudes, parce que si les choses ne sont pas en résonance, ne sont pas en similitude, bien évidemment il n'y a pas d'effet. Ça c'est pour conclure donc la première partie de l'homéopathie. Dans une deuxième partie, je vais expliquer de manière un petit peu plus précise, d'une part les racines de l'homéopathie, et d'autre part la pratique, en quoi ça diffère de l'allopathie.